Bonjour. Aujourd'hui, nous allons reparler séries télé, nous allons reparler du Marvel Cinematic Universe. Et si je fais une deuxième vidéo sur le sujet, c'est non pas parce que je trouve le sujet particulièrement intéressant, et je pensais d'ailleurs avoir tout dit dans ma vidéo précédente où je traitais des scènes d'action réalisées par les frères Russo, à savoir les scènes d'action de Captain America 2, Captain America 3, Avengers 3 et Avengers 4, des scènes d'action qui étaient totalement nulles, moches, inconséquentes et totalement inutile. Et je montrais ça en comparant avec d'autres films qui, eux, étaient bien mieux réalisés, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur budget, quelle que soit leur époque. Mais si je fais une deuxième vidéo, c'est parce que j'ai trouvé tout simplement le symptôme parfait de tout ce qui ne va pas dans le Marvel Cinematic Universe, et je l'ai trouvé en la personne de Régis. Alors Régis, je l'ai appelé comme ça parce qu'il s'appelle Rejeu je sais pas quoi, et donc nous allons l'appeler Régis parce que c'est un prénom qui lui va extrêmement bien. Régis a fait une vidéo pour répondre à toutes les critiques qu'on peut faire sur le Marvel Cinematic Universe. On va voir que ce type-là ne parle jamais de cinéma, mais surtout on va pouvoir voir pourquoi le Marvel Cinematic Universe est dangereux. Dangereux pour des gens comme Régis, qui sont un peu, on va pas se le cacher, un peu immatures. Et pour ceux qui me trouvent extrêmement méchant de me moquer comme ça de Régis, vous avez raison, je suis méchant. Et j'ai une citation de Nietzsche pour vous. L'innocence de la méchanceté. La méchanceté n'a pas pour but en soi la souffrance d'autrui, mais sa propre jouissance, sous forme par exemple d'un sentiment de vengeance ou d'une forte excitation nerveuse. Rien que la taquinerie montre quel plaisir il y a à exercer sa puissance sur autrui et à en arriver au sentiment agréable de la supériorité. Mais tout d'abord, écoutons ce que Régis a à dire. J'ai envie de commencer par dire qu'il y a eu plusieurs générations qui ont vécu avec plusieurs films. Il y a des générations qui ont grandi avec la première trilogie Star Wars, il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Il y a des générations qui ont grandi avec la prélogie Star Wars et le Seigneur des Anneaux, vu que c'est à peu près la même époque. Et je pense qu'il y a aujourd'hui des générations qui ont grandi et qui vont encore grandir avec le Marvel Cinematic Universe. Donc là, il nous dit qu'il y a plusieurs générations et que les générations grandissent avec des œuvres culturelles qui sont propres à leur génération. Et il a raison. D'accord, il a raison. Moi, ma génération, je suis né en 89, donc je vais avoir 30 ans. J'ai eu des œuvres populaires qui ont fortement marqué ma culture. Il y a notamment Pokémon dans les jeux vidéo. Il y a Le Seigneur des Anneaux dont il parle. Il y a la prélogie Star Wars et la trilogie Star Wars. Mais ce qu'il oublie, c'est que il y a Jurassic Park aussi. Et il oublie surtout un petit film de 3 fois rien, Harry Potter. Alors je ne sais pas s'il fait exprès d'oublier Harry Potter parce qu'il n'en parle jamais dans sa vidéo. Harry Potter, c'est une saga qui s'est étalée au cinéma, et j'entends rien qu'au cinéma, si on prend les livres c'est beaucoup plus long, sur 10 ans, de 2001 à 2011. Alors je n'aime pas Harry Potter, donc c'est pas pour dire ouais Harry Potter c'est trop bien, le MCU c'est de la merde. Les deux, c'est de la merde. Sauf que je sauverais quelques films Harry Potter, je sauverais Harry Potter 3 réalisé par Alfonso Cuarón, parce qu'il y a un vrai metteur en scène là qui fait quelque chose. Ça change du MCU, on va dire. Et je sauverai Harry Potter 4 parce que Harry Potter 4, ça a beau ne pas être un grand film, disons que là, le réalisateur a réussi à adapter le bouquin, à enlever tout ce qui était en trop pour réussir à en faire une œuvre purement spectaculaire de divertissement et de divertissement bien fait. Et donc, les films Harry Potter au cinéma, ça a duré 10 ans. 10 ans où quasiment tous les ans, on avait un film Harry Potter. Et forcément, ça remet immédiatement en perspective le Marvel Cinematic Universe qui, oh mon Dieu, se serait étalé sur 11 ans et sur 22 films. Alors oui, il y a beaucoup moins de films Harry Potter, on est d'accord, mais tout ce qu'il va dire après sur « ouais, j'ai grandi avec les personnages et tout », c'était déjà le cas avec la franchise Harry Potter. Donc en fait, Marvel, là, techniquement, ils ne font rien que n'a pas déjà fait Harry Potter. Mais surtout, vous allez me voir venir, moi j'ai grandi, il y avait donc Harry Potter, il y avait Star Wars, il y avait Jurassic Park, il y avait Pokémon, et il y avait donc le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, j'aime toujours. Le Seigneur des Anneaux, c'est une des rares œuvres que je viens de citer que j'aime toujours. J'aime encore bien Pokémon, pas les films, hein, les jeux. Mais vous voyez que là, j'ai cité plein de franchises différentes venant de plein de studios différents. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes personnes qui produisent Harry Potter, c'était la Warner si je ne me trompe pas. Jurassic Park, c'était Universal. Pokémon, c'était des trucs de japonais, et c'était un jeu vidéo. Le Seigneur des Anneaux, c'était New Line Cinema. Et donc, en fait, on avait plein de super multinationales, hein, faut pas se leurrer, c'était des super multinationales, qui faisaient du divertissement, mais qui faisaient chacune du divertissement, on va dire, à leur manière. Et surtout, si jamais tu n'aimais pas, par exemple, Harry Potter, tu avais plein d'autres franchises que tu pouvais apprécier. Tu pouvais apprécier Matrix, tu pouvais apprécier Jurassic Park, tu pouvais apprécier Le Seigneur des Anneaux, etc. Donc en fait, il y avait une multitude de choix produits par des personnes différentes, avec des visées différentes, avec des méthodes différentes. Alors ça venait tous quasiment des États-Unis, on est d'accord, il y avait comme déjà une hégémonie culturelle américaine, mais déjà il y avait une variété, il y avait un choix.
Et là, le problème, c'est que maintenant, il y a quoi? Le Hobbit, c'est terminé. Alors, il y a certes encore les Animaux Fantastiques, mais ça n'a pas le même impact du tout qu'Harry Potter. Star Wars, c'est possédé par Disney, donc en fait, il nous reste Marvel et Star Wars. Et donc maintenant, c'est Disney qui possède les franchises que vous regardez, que les enfants regardent et qui rentrent petit à petit dans votre cerveau. Et on va voir que là, le Régis, son cerveau il est totalement déglingué, il est totalement aliéné, le petit Régis. Et c'est un peu un gros mot aujourd'hui, j'ai l'impression de dire que t'es un fan de Marvel. Les gens qui aiment Marvel et qui sont vraiment, regardent des films grand public, ils s'en battent les couilles, y a pas de souci. Mais il y a vraiment cette minorité élitiste qui trouve que Marvel c'est vraiment de la merde et que c'est impossible à apprécier. Eux, déjà on les oublie parce qu'ils sont beaucoup trop fermés d'esprit, y a pas de souci là-dessus. Bon là on continue bien fort parce qu'en fait tout ça c'est un sophisme, c'est une pétition de principe, c'est-à-dire tu n'aimes pas le MCU? Non mais t'es fermé d'esprit, t'es un élitiste. Et hop. En plus, élitiste, c'est un mot qui est connoté extrêmement négativement, donc c'est bon, tu te mets tout le monde dans la poche, tu fais « Ouais, les gens qui critiquent le Marvel Cinematic Universe, là, les petits cinéphiles et tout, non, mais ça c'est de la racaille, ça c'est des élitistes, non, ils sont fermés d'esprit, regarde-moi comme je suis ouvert d'esprit, j'adore Marvel. » Mec, à un moment donné, si tu veux argumenter, va falloir quand même des putains d'arguments, parce que là, ça ne marche pas, c'est un sophisme. Ça commence bien ta vidéo. Un oubli majeur et un sophisme. Et pour vous montrer que ça ne marche pas, on va prendre un exemple par l'absurde. Imaginez, vous avez un groupe de platistes. Ils sont là comme ça, ensemble, entre eux, et ils sont là en train de dire « Ouais, non mais tu te rends compte comme ça, les globuleux, ils croient que la Terre est un globe. Non mais ça c'est des élitistes, tu vois, c'est des scientifiques qui font des calculs, ils réfléchissent, ils pensent. Non mais vraiment, c'est des gens, ils sont fermés d'esprit, tu vois, vraiment, bé. » Mais c'est vrai que dire que t'es un fan du Marvel Cinematic Universe, surtout quand tu fais des critiques de cinéma sur internet, et quand t'es fan de cinéma en général, parce que moi je suis pas que fan de Marvel, vous allez voir ma vidéo des films préférés, il y a des films préférés qui vont de très très loin et dans tous les sens. Il y a du Kurosawa, du Tarkovsky, du Kubrick, et en même temps il y a du Marvel et du Star Wars. J'aime vraiment tous les films et je regarde vraiment tous les genres, je suis un fan de cinéma avant tout. Ce passage-là a une double fonction. Il permet aux néophytes d'asseoir une certaine autorité. Quand tu cites Kurosawa et quand tu cites Tarkovsky, en général, les gens ne savent peut-être même pas de qui tu parles. Et donc, forcément, ils se disent « Ah ouais, Tarkovsky, Kurosawa, ah ouais, ça a l'air d'être des trucs en noir et blanc, ça a l'air trop chiant, ah ouais, il est vraiment cinéphile, hein. » Mais bon, vu qu'il aime à la fois le MCU et à la fois Kurosawa, on peut se dire que, tu vois, le MCU, quelque part, ça doit valoir Kurosawa. Les deux, ça doit être la même chose. La même valeur, la même qualité. Et donc, il n'y a pas de honte à aimer le MCU. Et pour les cinéphiles, ça veut dire « regardez, vous ne pouvez pas trop me traiter d'inculte, vous avez vu, j'ai cité des grands noms, là, comme ça, c'est bon, je suis un peu dans votre cercle, hein, c'est bon, vous ne pouvez pas trop m'insulter. Hein. Regardez comme j'ai de la culture, Kurosawa et Tarkovsky, hein, franchement, là, j'ai bien poussé pendant peut-être 6 mois le cinéma, là, hein, je suis à fond. Hein. Et vu que je suis accepté maintenant dans votre cercle, on peut dire quand même que le MCU, hein, c'est pas si mal. Hein. Mais en vrai, ce passage est extrêmement important pour ce qu'il dit sur lui. Ce qu'il dit sur lui, sur Régis, c'est que Régis en fait est incapable de comprendre ce qu'il voit. Il est incapable de tirer un enseignement des films. Parce que citer Kurosawa et à côté le Marvel Cinematic Universe, c'est vachement insultant pour Kurosawa. Et je dis ça et je ne suis pas un immense fan de Kurosawa. Pour vous montrer ça, je vais vous citer une émission qui s'appelle Every Frame a Painting, qui est une émission qui s'est malheureusement arrêtée. C'était pour moi clairement la meilleure émission de cinéma sur le web. Il consacre une émission à Kurosawa et il va comparer une scène dans un Kurosawa, dans les 7 samouraïs, avec une scène d'Avengers premier du nom. This scene comes from Seven Samurai. I'm not going to tell you what it's about. See how long it takes you to figure it out. Ready? The first shot shows the whole village, then just the important characters, then just the samurai. Right about here, most people get what's happening. As Kikuchiyo sits down, his action ripples outwards to affect the whole village. Notice how much the wind adds to the scene. Even when people are still, there's that little bit of wind to spice up the frame. So that's pretty straightforward. Now, let's jump 60 years into the future. This is the Avengers. Here, we start with a camera move into an establishing shot. But this time, these were in Phil Coulson's jacket. We get dialogue right away. Throughout this scene, the only things that move are the camera and Nick Fury. Even though we have weather outside and actors in the background, none of them are used. Notice that the camera movement doesn't have a beginning or an end, and there's no variation. Each shot goes in the exact same direction. Maybe I had that coming. Et donc là, en fait, on voit clairement qu'il ne comprend pas ce qu'il voit, que Régis ne comprend pas ce qu'il voit. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre au même niveau
D'accord, Kurosawa, dire ouais, moi j'adore autant Kurosawa qui a une recherche dans la mise en scène, d'accord, qui va penser ses plans, qui permet de comprendre rien que par la mise en scène ce qui se passe. Il y a une mise en scène extrêmement travaillée, extrêmement sophistiquée, avec un truc plat, morne et fade comme Avengers, parce qu'il le montre bien dans son truc. Bah, il n'y a rien qui bouge, tout est statique, les plans ils n'ont aucun sens, ils n'ont aucune signification, ça bouge, mais en fait ça pourrait bouger dans un sens, ça pourrait bouger dans l'autre, on s'en fout. Clairement, c'est du travail de tocard. Joss Whedon est un tocard. Et donc c'est pour ça que je trouve qu'il est extrêmement important de voir plein de films, c'est pour justement confronter sa vision, confronter ce que l'on connaît avec d'autres choses et voir comment d'autres réalisateurs font et voir s'ils ne le font pas mieux. C'est pour ça que dans ma précédente vidéo, je vous ai montré des films d'action chinois, je vous ai montré un drame chinois, Les Éternels c'est un drame chinois, je vous ai montré du blockbuster américain et de Pacific Rim, et je vous ai montré du film d'auteur danois avec Valhalla Rising. Et avec ça, on peut comprendre que la mise en scène d'Avengers n'est juste pas adapté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est rien du tout. Mais le plus grave, c'est de ne pas s'en rendre compte. C'est-à-dire que lui, il a pu regarder du Kurosawa, il a pu regarder du Tarkovsky, sans se rendre compte de l'écart immense de mise en scène, dans l'écart immense au niveau de la narration, dans l'écart immense au niveau des personnages. En fait, pour lui, non, il met tout au même niveau. Et pour filer une métaphore qu'il va reprendre après au niveau de la bouffe, c'est comme si jamais toi, on va dire, tu es un grand bourgeois avec tes parents, tu vas manger au restaurant gastronomique tous les jours. Et puis parfois le soir, frère, tu vas bouffer un Big Mac avec tes copains. Et donc tu vas bouffer son Big Mac et il va manger au restaurant gastronomique. Et il sera incapable de se rendre compte qu'il y a une différence de degré entre les deux, qu'il y a une différence de qualité. Qu'il y en a un qui est beaucoup plus recherché, beaucoup plus raffiné, avec des produits locaux, des produits qui sont frais, qui sont très bien cuits, où il y a plusieurs textures en bouche. Lui, il mange ça comme ça avec la cuillère et quand il boufferait un Big Mac. Parce que oui, le Big Mac se bouffe à la cuillère, vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. C'est une émission de révélation que vous regardez là. Et vous allez me dire, oui, mais c'est pas grave. Alors c'est grave pour lui, mais c'est aussi grave pour le message qu'il renvoie aux autres. Parce que ce type-là, ensuite, il fait des vidéos pour vous dire, c'est pas grave de regarder le MCU c'est très bien. C'est ça qu'il est en train de vous dire. Il est en train de vous dire, ouais, non, mais le Big Mac, je vous jure, franchement, c'est de la merde industrielle avec un steak, une semelle trop cuite, mais c'est trop bien. Et ça, franchement, ça vaut un petit repas gastronomique. Franchement, je vous dis, c'est pareil. J'aime autant les deux. Et donc là, c'est pour moi l'occasion de ressortir mon extrait de réfutation à tous les jugements, je sais pas quoi, élogieux et hostiles à la société du spectacle, de Guy Debord. Vous savez, ce magnifique film de 20 minutes, qui est disponible sur YouTube si vous voulez, où il dit « Ah, t'as pas aimé mon film ? T'es un con. T'as aimé mon film ? T'es un con aussi. » Puisqu'en fait, Debord dit exactement ça. Ceux qui disent qu'ils aiment ce film ont aimé trop d'autres choses pour pouvoir l'aimer. Et ceux qui disent ne pas l'aimer ont eux aussi accepté trop d'autres choses pour que leur jugement ait le moindre poids. Et on se rend bien compte qu'on est dans le même cas, c'est-à-dire qu'en fait, la Régis, il peut dire du bien de Kurosawa, mais vu qu'il a aimé Avengers et qu'il est incapable de faire la différence entre les deux, qu'il met tout au même niveau, en fait, son avis, on s'en bat les couilles, mais d'une force cosmique. Son avis ne vaut rien, il ne peut rien valoir. Il ne tire aucun enseignement de ce qu'il regarde, il ne progressera jamais. Et ça, je suis désolé, mais ceux qui ont critiqué dans ma précédente vidéo, là, la citation de Nietzsche à la fin, elle est géniale cette citation de Nietzsche, qui disait que pour les gens immatures, il fallait des auteurs médiocres. On est exactement là-dedans. Régis est immature, il n'apprend pas, il refuse d'apprendre. Je suis désolé, il lui faut des gens médiocres qui fassent des films pour lui. Parce que de toute façon, il ne fera pas la différence. Donc, autant lui servir de la merde. En vrai, ça coûte beaucoup moins cher de produire du Big Mac pour tout le monde que de produire du restaurant gastronomique pour tout le monde. Mais voilà, pour la plèbe, servez du Big Mac. Et dire que t'es fan de Marvel quand t'aimes le cinéma en voyant à quel point les journalistes français détestent le Marvel Cinematic Universe ou le méprisent parce que c'est pas de l'art ou pas du vrai cinéma, il faut se poser des questions quand même sur leur crédibilité, leur ouverture d'esprit aussi, parce que toutes les sagas sont bonnes à prendre du moment qu'elles font plaisir aux gens, c'est le plus important. Mais là, c'est pareil. De quoi est-ce que tu parles, mec? De quoi est-ce que tu parles? Où est-ce que tu vois que les journalistes n'aiment pas? Non, il y a certains critiques de cinéma qui n'aiment pas le MCU. Mais quand tu regardes les critiques presse, c'est des critiques presse tout à fait banales et logiques pour un blockbuster. Tu regardes sur Allociné, les moyennes sont correctes, on va dire. À mon grand désarroi d'ailleurs. Mais le pire, là, dans ton petit passage, c'est la fin. C'est quand tu dis oui, mais on s'en fout en fait, ce qui compte, c'est que ça fasse plaisir aux gens. On est dans un relativisme total. La qualité n'existe plus, la mise en scène n'existe plus, la qualité d'écriture n'existe plus, il n'y a plus rien. D'accord, ce qui compte, c'est le plaisir. Mais ce relativisme, ça n'apporte rien de bien, jamais. Au contraire, le relativisme pousse plutôt la médiocrité. Puisque tu dis, ouais, bon, de toute façon, Avengers ou Kurosawa, c'est pareil. Je m'en fous, tu vois, genre voilà, regardez les deux, c'est bien, ça me fait plaisir.
Mais tout ça, c'est juste une connerie, parce que par exemple, je prends énormément de plaisir à voir de très mauvais films, alors que ça soit parfois des nanars qui sont mauvais, je sais que c'est mauvais, et pourtant je prends un plaisir fou à les regarder, parce que je trouve ça immensément con, ça me fait sourire. Ou pire que ça, parfois je vais voir exprès des navets, des films qui sont vraiment mauvais, je sais qu'ils vont être mauvais, et j'y vais parce que ça m'éclate de voir de la merde. Mais il y a une différence entre toi et moi, Régis. Moi, je sais que c'est de la merde. C'est-à-dire que moi, je sais que c'est de la merde et je sais pourquoi c'est de la merde. Toi, t'en es incapable. T'es incapable de me dire pourquoi cet Avenger, c'est de la merde. T'es là en train de faire « Oh, c'est trop bien. Non, et puis ceux qui critiquent quand même, ils sont fermés d'esprit. Hein. » Moi, je suis allé voir After, moi, monsieur. J'ai souffert, monsieur. After, pour ceux qui ne savent pas, c'est adapté d'une fanfiction One Direction. On est au sommet, là. Hein. On est au sommet de la connerie. J'étais mort de rire. Un plaisir fou à regarder ça. Et un peu beaucoup de souffrance aussi. Mais il y a le plaisir de la souffrance qui compte. Et je sais que c'est mauvais. Donc le plaisir ne fait pas la qualité. À aucun moment, le plaisir ne fait la qualité. T'as des histoires de space opéra humoristique, t'as des histoires de comédie, d'improvisation, t'as des thrillers d'espionnage, t'as des films de magie. Le MCU n'a jamais été aussi différent de son histoire. Je ne connais pas une autre saga qui n'est pas d'anthologie qui est aussi différente et vaste que le MCU. En fait, ce que tu ne comprends pas là, c'est qu'il y a une standardisation qui s'opère, une standardisation Marvel qui est en route. Et t'as beau dire oui, mais en fait les Gardiens de la Galaxie c'est un peu différent. Oui, ok, les Gardiens de la Galaxie c'est un peu différent. Ok, si tu veux. Reste que les films Marvel, que ça soit dans la narration, dans les étapes du schéma narratif, c'est du vu et du revu. L'évolution des personnages sont vus et sont revus. En gros, on n'est jamais surpris dans un film Marvel. C'est comme dans un mauvais train fantôme, vous savez, ou dans un mauvais film d'horreur où il y a les sursauts, on les voit venir à 10 km. Bah, c'est pareil. Quand tu vois un connard comme Tony Stark, tu te dis « Ah bah à la fin, il va devenir un peu plus sympa. » Bah, c'est exactement ça qui se passe. Et quand tu dis qu'il y a plusieurs genres, je viens de dire c'est faux. Parce que la gueule de ton thriller d'espionnage, là, Captain America 2, il ressemble quand même pas mal à ton film de magie. Alors il y a une autre saga qui, elle, arrive à varier les genres. Alors c'est une saga de navets, voilà, on peut le dire comme ça. C'est la saga Cloverfield. Je déteste le 1, le 2, bof, ça passe. Et le 3, c'est nul à chier. Mais pourtant, eux, ils ont réussi à changer radicalement de genre à chaque film. Et donc ça en fait pas une qualité, putain, de changer de genre à chaque film. C'est peut-être une bonne idée sur le papier, mais ça n'en fait pas strictement des bons films ensuite. Ça n'en fait pas quelque chose de cinématographiquement intéressant. Encore, quoique, je crois que je préfère Cloverfield 2, là, le truc dans le sous-sol, à la plupart des films du Marvel Cinematic Universe. Et finalement, je préfère une saga comme Alien, qui est une de mes sagas préférées, où on va changer très légèrement de genre à chaque film, en gardant la même toile de fond, en racontant l'histoire de manière un tout petit peu différente, où chaque réalisateur va apporter quelque chose à la saga, va apporter des thématiques qui lui sont propres, à un truc comme le Marvel Cinematic Universe. Parce que effectivement, oui, je suis désolé, mais dans Alien, le premier du nom, c'est un pur film d'horreur. Il y a un peu de science-fiction, mais c'est un film d'horreur. Dans le 2, bah, c'est toujours un film de science-fiction, mais c'est un film de guerre. Voilà, c'est un film de guerre. Dans le 3, on est dans le drame, voire même dans une tragédie. Et dans le 4, on est dans un film d'humour noir. À chaque fois, les réalisateurs ont réussi à s'emparer de ce qui les intéressait pour faire quelque chose. Même le 3, s'il n'est pas trop aimé par son réalisateur David Fincher, qui dit que les producteurs l'ont fait chier pendant tout le film, et qui refuse même d'en parler, eh ben c'est un putain de film qui est d'une noirceur absolue. Autre exemple de saga qui change avec chaque réalisateur, c'est Mission Impossible. Et moi, j'adore Mission Impossible. À part le 3, que vraiment je peux pas. J.J. Abrams, la série télé, pour moi, c'est pas possible. Mais dans chaque film, il y a des qualités. Chaque réalisateur va apporter quelque chose. Et je suis désolé pour ceux qui disent oui, mais on peut pas faire des trucs trop violents dans Avengers parce que c'est pour les enfants. Mission Impossible 6, avec la scène dans les chiottes où les mecs se tabassent, elles se balancent des coups de pied et passent à travers les miroirs, c'est PG-13. Tout comme Avengers. Donc il n'y a aucune excuse à la médiocrité, à la nullité, à la non-intensité des scènes d'action d'Avengers. D'accord, c'est bien ça qu'il faut comprendre. Et je préfère nettement un John Woo qui part en couille dans Mission Impossible 2 où ça tombe limite dans le ridicule, à un truc comme Marvel, où justement il y a une uniformisation, où tout doit se ressembler, où tout doit coller dans le même univers, où finalement tout est informe et tout se ressemble avec la même structure narrative qui revient à chaque fois. Je préfère, ça ne veut pas dire que c'est un chef-d'œuvre et que c'est un film absolument à voir. Ça veut dire que moi, personnellement, je préfère ça. Donc non, varier les genres dans une franchise, non, c'est pas spécialement original. Déjà, dire que c'est pas assez sérieux, que c'est trop comique, c'est très méprisant de la part des gens qui disent ça. Oui, mais il n'y a pas de maturité, mais c'est pas le but, c'est pas ce qu'ils cherchent. Quand ils veulent être matures, ils y arrivent très très bien. Ils ont fait Avengers Infinity War.
L'humour, non. Le problème, c'est pas qu'il y ait de l'humour, c'est même pas la nullité des blagues le problème. Le problème, c'est son omniprésence. Tout est systématiquement désamorcé par une blague. Et je suis tombé l'autre jour sur un article que Durandal avait retweeté, comme quoi parfois il lit des choses intéressantes. Il les dit pas, hein, il les lit ou il les retweet, hein, mais ça vient pas de lui. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Et donc cet article explique que tout est pris à l'ironie, que tout est pris à la blague, et que donc en fait on n'arrive finalement plus à avoir réellement quelque chose de sérieux. Et plutôt que d'oser faire quelque chose un peu radical, d'oser proposer quelque chose qui puisse peut-être un jour être ridicule, bah on préfère tout désamorcer avec une blague, on fait les blagues en avance, comme ça on ne se moquera pas du film. Sauf qu'en fait on ne construit plus rien. Et si tout est humour, tout devient totalement inconséquent. Et ça c'est un problème pour la dramaturgie d'une histoire. Si je fais une blague, comment tu veux que moi je croie que ce qui s'est passé juste avant, ça soit grave ou que c'est la moindre conséquence? C'est comme dans Avengers 3, Thor il perd la moitié de son pays et puis après, oh bah ouais, bah non, je fais des blagues, tranquille, tu vois, tout va bien. Tellement de réalisateurs qui ont été complètement différents durant cette saga, mais qui ont quand même tous gardé la même identité à la saga, ça qui est incroyable. Alors on peut dire que c'est des cahiers des charges et des yes man, des fois oui, mais garder avec autant d'auteurs différents, de réalisateurs différents la même identité durant toute une saga, c'est vraiment incroyable. Là j'ai vraiment un doute, là je comprends pas ce que tu dis. Là tu dis c'est incroyable d'avoir des yes man qui font que tout colle avec la vision du studio. C'est vraiment ça que tu es en train de dire. D'ailleurs j'aimerais bien savoir là récemment qui n'est pas un yes man dans ceux qui ont fait les films Marvel. James Gunn, ok, je veux bien. Encore qu'il se soit bien assagi pour faire les films Disney. Il faut savoir qu'avant James Gunn c'était ça, hein. La trauma. Et le plus incroyable à ce sujet-là, c'est de ne pas avoir sur 22 films un film catastrophique. Combien de sagas connaissent des films catastrophiques? Star Wars, il y en a. Terminator, il y en a. DC, il y en a. Vraiment, il y a énormément de sagas de films qui ont eu beaucoup d'épisodes qui ont un épisode catastrophique. Même le pire épisode de l'univers Marvel, Thor 2 ou Iron Man 2, vous choisissez lequel, c'est pas de la grosse merde. C'est pas bon, mais c'est pas de la grosse merde. C'est pas catastrophique. Là encore une fois, c'est une pétition de principe. D'où Thor 2, c'est pas un film absolument abominable. Moi je suis désolé, Thor 2, pour moi c'est un des pires films, c'est une des pires purges qui est possible de faire en termes de blockbuster. Mais vu qu'il n'a pas argumenté, je réfute son truc comme ça, hop, d'un revers de la main, et j'argumenterai pas non plus. Thor 2, c'est de la merde, hop, on passe à la suite. Mais le plus dingue, en plus de cette consistance de qualité, de vision artistique, d'identité, c'est la consistance des personnages. Iron Man, il est quand même passé par Jon Favreau, réalisateur, Josh Whedon, Shane Black, Josh Whedon et les frères Russo. Il a eu 5 trajets de réalisateurs différents et Iron Man a toujours été cohérent. Iron Man a toujours été logique, a toujours été le même personnage et a connu une évolution plus que logique et sensée. Bon là on nous parle de l'évolution d'Iron Man, blablabla, il évolue bien dans tous les films, c'est cohérent. Non, c'est pas cohérent. Même le putain de débile, pardon, la lumière parmi les lumières que je ne citerai pas, mais chacun sait qui est cette lumière parmi les lumières, s'est rendu compte qu'en fait Iron Man est obligé de régresser dans son évolution du personnage parce que Iron Man 3 l'avait fait trop évoluer. À la fin d'Iron Man 3, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le mec il prend toutes ses armures et il les fait exploser et puis c'est bon, il dit moi attends j'incarne Iron Man, j'ai plus besoin de tout ce bordel. Et après non, on a Avengers 2, on a Civil War et tout, etc. Et puis c'est redevenu le même qu'avant. Il y a eu une évolution dans Iron Man 3 qui a été totalement passée sous silence ensuite. Pourquoi? Parce que sinon ça ne fonctionne plus. Le personnage d'Iron Man 3, il est arrivé au terme de son évolution, mais si il est au terme de son évolution, il n'y a plus rien à raconter dans les autres films, et donc le personnage ne sert plus à rien, mais en même temps Iron Man il fait vendre, donc il faut qu'il revienne, donc on le fait désévoluer. C'est pas très clair ce que je viens de raconter? C'est pas clair dans les films non plus. Mais pour vous donner un autre exemple de personnage très maltraité, c'est Thor. Thor, je déteste Thor, c'est vraiment de la merde. Mais dans Thor 3, le Thor Ragnarok, là ou je sais pas quoi, Ragnarok. Parce que sinon les gens me disent oh mais il ne veut pas dire Ragnarok, il ne sait pas dire Ragnarok. T'es con ou quoi? Thor il perd son substitut phallique là de merde là, son petit marteau qui faisait qu'il était absolument ridicule quand il se battait, genre poum, poum, ah, poum. C'était absolument moche, c'était ridicule. Le mec il devient borgne, il commence à avoir sacrément la classe. En plus c'est un bon acteur, il l'a prouvé avec le film Hacker de Michael Mann que je vous invite absolument à voir. Et puis surtout, il devient réellement, fondamentalement, l'incarnation du dieu du tonnerre. C'est-à-dire que lorsqu'il se jette sur quelqu'un, tu as la musique de Led Zeppelin qui vient avec, qui est absolument magnifique, la Immigrant Song. Et ça en jette, c'est peut-être l'une des rares scènes du MCU que je trouve correcte. Bon, si elles ne sont pas désamorcées par des blagues toutes les 30 secondes, ce qui casse un peu le truc. Mais clairement, ça en jette. Sauf qu'après, dans l'Avengers 3, qu'est-ce qu'on fait? On lui refait un substitut phallique, parce qu'il faut qu'il ait un substitut phallique. À ma précédente vidéo, j'ai perdu mon substitut phallique, et maintenant, il m'en faut un nouveau. Et le mec, il chope même un œil de verre, alors qu'il y avait putain de la classe en étant borgne.
Quel est le putain de problème? Vous n'allez pas me faire croire que c'est une évolution cohérente, que c'est une évolution qui est censée. C'est de la merde. D'accord? T'as un personnage qui évolue, on fait ah ben non, il a trop évolué. En fait on recule, hein. Non, il revient comme avant. Non. Est-ce que Régis s'est rendu compte de tout ça? Mais non, il se rend pas compte de tout ça. Régis, il est là, ouais, c'est cohérent, t'as vu, c'est trop cohérent. Ta gueule. Non, c'est pas cohérent. C'est quand même impressionnant l'impact qu'a eu la Sokovie sur le Marvel Cinematic Universe. C'est impressionnant aussi l'impact qu'a eu Civil War sur les personnages. Les événements de Civil War, on avait beaucoup critiqué ça à la sortie du film, que ça n'allait avoir aucun impact. Il y a eu un impact, il y a eu une importance. Sans Civil War, Thanos aurait peut-être perdu. Si les Avengers étaient encore un dans Infinity War, peut-être Thanos aurait perdu. On n'en sait rien. Attends, là, l'impact de la Sokovie ou l'impact de Civil War, attends. Explique-nous juste 30 secondes, parce qu'en fait là, tu dis oui, il y a un impact. Et cet impact, c'est quoi? C'est que peut-être, s'il n'y avait pas eu Civil War, on n'en sait rien, Thanos aurait perdu. C'est ça que tu es en train de nous dire. Mec, mais c'est pas un argument. Il y a énormément de références par rapport aux phrases des dialogues vus dans Iron Man 1 qui reviennent dans Endgame par exemple. Vous savez très bien de quelle phrase je parle. Bah ça arrive énormément. Il y a une phrase dans Infinity War qui est prononcée par Doctor Strange quand il dit qu'il n'a plus le choix, c'est la seule option, qui est prononcée par le méchant de Doctor Strange dans son film à lui. Waouh, il y a des phrases dans un film, après ils reviennent dans un film qui est écrit plus tard, c'est-à-dire que les scénaristes parfois, ils reprennent une phrase dans un ancien film pour faire genre c'est trop plein de sens dans un film après. Ah ouais, non mais c'est sûr, hein, c'est un chef-d'œuvre, hein. Ah bah ça c'est de la qualité, hein, c'est sûr. Hein. Mais Régis, mais de quoi tu parles? De quoi tu parles Régis? On s'en bat les couilles. Il y a un moment, niveau organisation, niveau planning, c'est incroyable, c'est du jamais vu. Jamais on a vu ça dans l'histoire du cinéma, c'est tout nouveau. C'est un travail d'organisation, de planning à des années d'avance qui est juste phénoménal. Juste pour ça, tu ne peux que aimer le Marvel Cinematic Universe. Attends, t'es sérieux? Ton argument pour défendre le MCU, c'est un planning? Mais je rêve, mec, je rêve. Il est où le cinéma là-dedans? Il est où l'art? Putain, quand je disais que ce mec, il ne sait pas parler cinéma, il ne sait pas parler art. Et en plus, il dit que les gens sont fermés d'esprit lorsqu'ils osent dire que le MCU, c'est pas de l'art. Mais en fait, mec, ils sont où tes arguments sur l'art là? Où est-ce que tu parles art? Où est-ce que tu parles cinéma? Tu es en train de nous parler d'une planning, d'une stratégie commerciale, d'une stratégie marketing. Un planning, putain, mec, un planning. En plus, il y aura toujours des gens pour vous dire oui, mais Marvel c'est fast-food. Ça veut dire quoi, c'est fast-food? Ça veut dire quoi? Tu manges toujours au restaurant, toi? Vraiment, toujours? Ça veut juste dire que t'es méprisant quand tu dis que c'est fast-food. Ça veut juste dire qu'en fait, tu vas regarder le film, tu vas l'oublier. Soit tu peux oublier les films, mais ça veut aussi insinuer que tu veux manger au restaurant tous les jours. Ça veut dire que toi, dans ta vie, tu te regardes que des films d'auteur. Mais si tu aimes que les films d'auteur, pourquoi tu regardes Marvel? Tu sais déjà que c'est pas ton genre de film. Alors pourquoi tu vas faire chier le monde en disant que c'est fast-food? T'aimes pas manger fast-food de temps en temps, de taper un Marvel comme ça? Parce que l'argument fast-food, je ne l'ai jamais compris. C'est toujours un Big Mac, tout ça, mais alors? Il est où le problème? Et si tu veux juste regarder des gros films, regarde pas Marvel, ils ont pas l'intention d'être un Fouquet's tous les jours, ça n'existe pas. Il y a aucune saga qui veut être un chef-d'œuvre à chaque fois. Bon Régis, vu que t'as pas l'air de comprendre la métaphore du fast-food, le fast-food c'est que c'est de la merde et que c'est mauvais pour ta santé. D'accord? Et ben Marvel c'est pareil, c'est de la merde et c'est mauvais pour ta santé. T'en es la preuve. Et donc là dans ton petit extrait, là tu nous fais un faux dilemme. Tu fais le faux dilemme entre soit tu vas au fast-food, soit tu vas au restaurant. En fait, c'est pas ça le truc. Déjà le fast-food c'est une forme de restaurant, donc voilà, bon ça marche pas. Mais en plus non, il y a le choix entre bien manger et manger de la merde. Parce que en fait, moi je suis désolé, mais j'adore manger des hamburgers. J'adore ça, je trouve ça très bon. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que lorsque je vais dans un restaurant qui n'est pas très cher et que j'achète un hamburger, en général, c'est pas très bon. C'est-à-dire que la viande, c'est de la viande surgelée, elle est dégueulasse, elle est mal cuite, c'est-à-dire que moi, je l'aime saignante. Parce que j'aime sentir le goût de la viande, bordel. Sinon, autant manger du poulet ou manger un vegan, c'est pareil. Et donc, ce qu'on veut te dire, en disant que c'est du fast-food, que c'est du McDo, c'est que c'est de la merde, d'accord? Et c'est que c'est pas de la qualité. Et ça n'a rien à voir avec un film d'auteur. Parce que si tu veux comparer, allez, on va pousser un peu la métaphore, on va filer un peu la métaphore. On va dire, ok, métaphore gastronomique. On a d'un côté le cinéma d'auteur, on va dire, c'est des grands plats de grands restaurateurs, des plats gastronomiques. Ok, c'est du cinéma d'auteur. Genre Godard, c'est un 3 étoiles au guide Michelin. Et donc c'est très bon, c'est très raffiné, etc. Et en bas de l'échelle, donc tu as Avengers, Endgame, c'est le Big Mac, d'accord? C'est la bouffe de base du prolo débile abruti par la société de consommation. Il bouffe ça, il a oh c'est bon, c'est bon. Il s'en met partout, comme ça dégouline. Sauf que déjà, bon, il y a pas mal de trucs entre, mais surtout, ça ne veut pas dire que tous les hamburgers sont dégueulasses. Si on dit que, ok, tout ce qui est un peu hamburger, pizza, etc., ce sont les blockbusters.
il y a de très bons hamburgers, comme il y a de très bonnes pizzas. Moi, quand je fais ma pizza moi-même, que je fais ma pâte à pain moi-même, tu fais ta pâte à pain toi-même, toi? Moi, je la fais. D'accord? Pareil, quand je fais des hamburgers, je fais la pâte à pain moi-même. Et j'achète du bon tourne-dos de buffle. Et je mets du bon fromage dedans. Et après, je croque dedans. Il fait ça, mon hamburger. J'ai pas de photo et je t'emmerde. Et bah, c'est super bon. Pourquoi? Parce que j'ai pris des ingrédients de qualité. Et parce qu'il y a un vrai savoir-faire dans ma manière de faire la pâte à pain aussi, surtout. Et donc là, si j'ai envie de comparer, je peux très bien dire, ok, toi, tu vas bouffer ton Big Mac, ton Avengers de merde. Et moi, pendant ce temps, je mange mon truc bon. C'est aussi un hamburger, sauf qu'il y a des bons ingrédients dedans. Et ce serait par exemple, je sais pas, Mission Impossible 4 ou 5, ou 6 même. J'aime Mission Impossible. Je vous ai dit que j'aimais Mission Impossible? J'aime Mission Impossible. Mais c'est juste une manière méprisante de dire aux gens que vous aimez de la merde, c'est tout. Je suis désolé, l'argument fast-food, c'est l'argument d'un connard. C'est d'un mec qui veut gâcher le plaisir aux autres, c'est d'un mec qui se croit supérieur aux autres parce que lui, il préfère que les films d'auteur, et c'est surtout l'argument d'une personne qui, je pense, ne se mate pas que des chefs-d'œuvre non plus, qui elle aussi regarde des films peut-être un peu moins bien. Peut-être quelqu'un qui va dire que Marvel c'est fast-food va adorer Fast and Furious. J'en ai vu dans les commentaires, hein. Ça existe. Oui, t'as raison, on dit aux gens que c'est de la merde, parce que c'est factuellement de la merde. Comme je l'ai montré dans ma précédente vidéo, comme Every Frame Painting l'a montré dans sa vidéo sur Kurosawa. Alors lui, bon, lui, il est un peu plus gentil que moi, tu vois, il est plus doux, c'est quelqu'un d'agréable, de sympathique, tu vois. Moi, je suis un connard, donc je m'en bats les couilles. Mais surtout, comme je l'ai déjà dit, il y a une différence entre voir de la merde et aimer de la merde. Et il y a encore une plus grande différence entre aimer de la merde sans se rendre compte que c'est de la merde. Parce que c'est exactement ça, toi, ton truc avec Avengers. Tu aimes Avengers, Avengers c'est de la merde et tu es incapable de te rendre compte, malgré le fait que tu aies vu des Kurosawa, des Tarkovsky et des Kubrick, que c'est de la merde. Et ça, c'est un problème. Parce que le mec, il n'a pas d'éléments de comparaison. Si le mec, il n'a jamais vu un Kurosawa, donc il n'est pas capable de comprendre que la scène qu'on a montrée avant dans Avengers, eh ben, elle est toute pourrie, qu'il ne se passe rien. Si les gens, ils n'ont pas vu les films que j'ai cités dans ma précédente vidéo, et sont incapables de se rendre compte que Avengers, bah, c'est très mal filmé, et que les scènes d'action sont toutes pourries, eh ben, ok, c'est juste, il lui manque un repère culturel. Mais toi, le repère culturel, tu nous dis que tu l'as. Mais t'en fais rien. Et en fait, le vrai connard, je vais te dire ce que c'est le vrai connard. Le vrai connard, c'est celui qui par relativisme, qui part peut-être par mépris de classe. C'est les gens qui disent « Ouais, non, mais Avengers, c'est très bien, tu vois, genre, tu veux te vider la tête, t'as pas envie de réfléchir, t'as passé une journée de merde. » Eh ben non, ne va surtout pas te cultiver, ne cherche absolument pas à t'élever, à lire quelque chose, à apprendre quelque chose. Non, non, vide ton cerveau. Fais en sorte qu'il ne se passe rien dans ta tête. Joue le jeu du capital. Parce que c'est ça le capital, si tu veux. Il ne se passe rien dans ta tête, encéphalogramme plat, quand il y a de la pub, tu consommes et t'achètes. Le vrai connard, c'est celui qui se complète dans la médiocrité, qui n'encourage pas les autres à en sortir. Ça, c'est un problème. Enfin, j'ai grandi avec. C'est con, hein, mais quand Iron Man 1 est sorti, j'étais au cinéma, j'avais 11 ans. Et au fait, c'est dingue de se dire que ça me fait bizarre, hein, parce qu'il n'y a aucune autre saga qui a fait ça. Même Star Wars, c'est de 77 à 83. C'est 6 longues années. Là, on est sur 11. Bon, là, il oublie totalement James Bond, dont le premier film date de 62. Dans le sens où je venais, je pense, de rentrer au collège quand Iron Man 1 est sorti. Et quand Endgame vient de sortir, je suis dans ma 4e année d'études supérieures. Il y a quand même 11 ans qui se sont passés, ça m'a suivi collège, lycée, études supérieures. Peu importe ce qui se passait dans ma vie, il y avait un Marvel qui sortait au cinéma au moins une fois par an. J'avais même pas de poils sur le visage quand le premier Iron Man est sorti. C'est le genre de truc où t'as l'impression que le Marvel Cinematic Universe c'est super récent et ça fait pas longtemps qu'il existe. Mais quand tu mets vraiment en perspective ce qui s'est passé dans ma vie en 11 ans, c'est incroyable. Surtout dans les années les plus formatrices de ma vie, les années qui m'ont le plus changé en tant que personne. Star Wars, j'adore, mais j'ai pas grandi avec Star Wars. J'ai pas littéralement grandi. Il y a pas eu des Star Wars qui sortaient au cinéma tous les ans pendant que je grandissais. Là, t'avais un Marvel qui sortait au cinéma pendant chaque année, voire plusieurs Marvel chaque année. Pendant littéralement, j'avais des poils qui poussaient sur le visage. Pendant littéralement que je découvrais la vie, les cours, les filles, enfin tous ces trucs-là. C'est tout bête, hein, mais c'est vraiment une partie de ton adolescence où tu découvres toi-même qui tu es. Et le fait que tu sois accompagné par une saga qui est là, en fond évidemment, c'est pas l'essentiel de ma vie. Mais elle était là, tu vois, c'est une sorte de figure qui te protège un peu. C'est le fait de se dire que même si à un moment ça va mal, il y a un film Marvel qui sort, ça ira mieux. De se dire qu'il y a cette présence, on va dire, limite presque cosmique à certains moments, qui existe. Ça fait un peu voile de protection de dire, bon voilà, t'as 2 heures par an, 4 heures par an, 6 heures par an, où t'oublies ta vie, t'oublies tes problèmes, tu vas voir un Marvel. Mais surtout là, on arrive exactement là où je voulais en venir. Le mec là nous décrit son propre processus d'aliénation, c'est-à-dire qu'il l'a compris. Mais il ne veut pas s'en extirper, il est bien dans son processus d'aliénation. Il dit même, attention, j'ai noté, années les plus formatrices de ma vie. C'est-à-dire que Disney rentre dans ta tête dans les années où tu es en train de te former, il te donne des images, il te donne des héros, il te dit « Tiens, ça c'est bien pour toi, mange !» Et quand je dis que Disney, ce n'est pas que du divertissement et que ça a un impact colossal sur toi, il faut bien comprendre que c'est vrai.
que ce type-là en est l'exact exemple. Ce type-là est un aliéné. D'accord, Disney l'a totalement aliéné. Disney lui a fait perdre tous ses repères. Disney a fait en sorte qu'il soit incapable de comprendre ce qui est bien dans le cinéma et ce qui est juste mauvais. De comprendre ce qui fait la qualité et de comprendre ce qui fait la nullité. Et le plus gros problème, c'est qu'il n'est pas tout seul. C'est qu'ils sont des milliers, des millions à être là comme ça, totalement obsédés par Marvel, à baver du Marvel, à ne pas savoir en sortir, à réciter la morale de Marvel, on va y venir juste après. Mais surtout, ce ne sont pas des arguments cinématographiques. Ta putain de nostalgie de merde, ce n'est pas un argument cinématographique, ce n'est pas un argument pour qualifier de l'art. Absolument pas. Et le plus important, c'est qu'en fait, ça fait rêver. C'est des super-héros. Ça a l'air con maintenant, ça a l'air banal aujourd'hui, des super-héros. Mais c'est quand même le mythe absolu du rêve, du surpassement de soi, du fait d'aller plus loin, de se battre pour ses idées. Et tout ça avec des films qui ont une bonne morale, qui te disent de te battre pour aller plus loin, de rester optimiste, de chercher le bien en chaque personne. C'est vraiment le Star Wars de ma génération. Et là, on est exactement dans ce que je vous disais. Disney inculque des valeurs morales à vos gamins. Disney, qui est en position hégémonique, décide quelles sont les valeurs morales que vont adopter vos gamins, ou vous si vous êtes des gamins, et vous manipule. Il rentre dans vos cerveaux. Après, je ne rentre pas sur le délire, le dépassement de soi, c'est de la bonne morale. Nietzsche désapprouve à fond. Puisqu'en réalité, le dépassement de soi serait justement de rejeter la morale des autres pour adopter ses propres valeurs à nous. Pas adopter les valeurs du MCU. Et voir le bien dans chaque personne. Et je ne sais pas où tu as vu ça dans le MCU. Là, j'ai clairement l'impression que tu es en train d'inventer. C'est extrêmement manichéen comme film. Où est-ce qu'il s'agit de dépasser le manichéisme pour voir le bien dans chacun? Non, il n'y a pas ça. Voilà un peu toutes les raisons pour lesquelles j'aime le Marvel Cinematic Universe et pour lesquelles je trouve que certaines critiques sont assez injustes et faites un peu à contre-courant de la mode et vraiment pour se démarquer plus qu'autre chose. Laissez les gens rêver, laissez-les kiffer, c'est important. Ouais, t'as raison. Laissez les gens être des merdes qui se pourrissent le cerveau. Elles méritent pas mieux après tout.